Alors, pendant que je m'installe un peu longuement, je tiens à remercier vraiment deux professeurs qui m'ont invité aujourd'hui à parler de Rabelais. C'est un grand plaisir pour moi de parler de Rabelais ici devant vous, et je crois que Rabelais a vraiment une place importante à jouer dans nos réflexions sur la hiéroglossie. Alors, en préambule, je dirais que la diversité linguistique, la variété linguistique de l'œuvre de Rabelais, qui est assez visible et décrite en tant que telle depuis longtemps, a pu être étudiée sous des jours différents. Elle a pu être étudiée selon le plurilinguisme, elle a pu être étudiée comme diglossie également, elle a pu être étudiée du point de vue de l'hybridité linguistique. Moi-même, j'ai essayé de l'étudier du point de vue de ce que les linguistes appellent le code switching, le changement de langue à l'intérieur d'une même séquence, d'une même phrase, et aussi du point de vue de la mitoyenneté des langues, en essayant de trouver toujours des approches un peu connexes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de voir comment on peut l'étudier du point de vue de la hiéroglossie, même si tout ce qui est sacré chez Rabelais est toujours un peu douteux. Donc le hiéros, je ne sais pas, sera un peu remis en cause d'une certaine manière à un certain moment par l'œuvre de Rabelais. Alors, ce que je vous ai reproduit sur la première diapositive ici, c'est finalement du point de vue de l'histoire du livre, c'est presque la visualisation d'un projet fondamental de Rabelais qui est le trilinguisme. L'idéal trilingue que peut incarner à la même époque, un peu avant, Pic de la Mirandole, c'est-à-dire la coexistence du latin, du grec et de l'hébreu, une sorte d'harmonisation. Et c'est un colophon, donc la fin d'une petite édition d'un almanach retrouvé de Rabelais, qui a été retrouvé très récemment à Alessandria, dans le Piémont, où vous pouvez observer à la fois donc du grec, la date a été mise en grec, puis la date a été mise en hébreu, la signature de Rabelais en latin, Rabelaesus, et ce que vous voyez à côté, c'est-à-dire l'indication de l'éditeur imprimeur en français, pour une œuvre qui est elle-même en français. Donc vous voyez ici, et je crois que c'est une découverte formidable qu'a faite un collègue, Alessandro Vitale Brovarone, qui permet de visualiser la manière dont Rabelais pouvait imaginer cette coexistence des langues et s'inscrire dans cette vision philologique de la Renaissance, transmission d'un idéal de la Renaissance italienne. Jusqu'ici, il avait fallu arriver à des déductions, repérer les différentes langues coexistantes dans la geste de Pantagruel pour se rendre compte que Rabelais avait cela en tête. Alors, ça ne veut pas dire que dans son esprit, toutes les langues sont à mettre sur le même plan, les trois langues, et il n'est pas de ceux qui considèrent que l'hébreu est la langue des langues, l'origine de toutes les autres langues. Nous le voyons dès le chapitre de Pantagruel consacré à la bibliothèque de Saint-Victor, augmenté de certains titres en 1542. Vous avez ce mot très très long là, Antipéri, Kata, Meta, par Begède, Amphicribationes, donc un livre qui se moque de ces ouvrages qui ajoutent des particules aux particules, critiques à la critique. Et vous voyez que des bases latines et grecques, puis donc le nom latin à la fin, Cribatonies, sont connectés à une base hébraïque que l'on retrouve dans les dictionnaires hébraïques contemporains de Panini et Münster. Donc c'est une manière, je crois, pour Rabelais, de mettre ces différentes langues ici sur le même plan en montrant que l'hébreu n'a pas de prééminence. Bon. Alors, Rabelais pouvait avoir des modèles variés de coexistence de ces trois langues dans l'édition contemporaine, et nous sommes vraiment en plein dans l'avènement des lecteurs royaux, puisque l'almanach que je vous ai montré tout à l'heure est de 1534. Les lecteurs royaux sont institués à partir de 1529-1530, donc vous voyez qu'on est absolument dans cette histoire. Et ici, c'est une petite publication de grammaire de la langue hébraïque par un professeur qui maîtrise les trois langues, Guida Cérus. Vous voyez, je ne sais pas si c'est très lisible, au milieu donc du latin, Institutiones Grammaticae, ensuite du grec en bas à gauche et de l'hébreu en bas à droite.
un psaume. Donc c'est la matérialisation de cette volonté de l'entourage de François Ier, notamment de Guillaume Budet, de maîtriser toutes ces langues à la Renaissance. Donc Rabelais s'inscrit là-dedans. Ce qui nous le montre aussi, ce qui nous montre cette coexistence des langues latin, grec et parfois hébreu chez Rabelais, c'est un corpus qui a longtemps été négligé, c'est le corpus de sa bibliothèque, les livres qu'il a annotés. Et vous avez ici un ouvrage, un Galien, une traduction latine d'un traité de Galien, avec, comme vous le voyez, son ex-libris, Francisci Rabelaisi, et ensuite l'indication en grec de ses amis et ses amis, de la bibliothèque de François Rabelais et de ses amis. Donc on a encore ici une nouvelle marque de l'intégration latin-grec dans son œuvre, sa bibliothèque. Nous l'avons également très tôt, je remonte un peu en arrière ici, avant l'écriture de la geste de Pantagruel, des récits pantagruéliques, à partir des années 1520, dans une lettre au fameux Budet, toujours lui, nous avons la chance d'avoir gardé l'autographe de la lettre de 1521 de Rabelais à Guillaume Budet, dans laquelle vous avez une succession de passages latins puis grecs, avec des effets citationnels aussi, qui sont assez typiques de l'écriture des correspondances, de l'épistolographie humaniste. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans ces mêmes années, donc 1521, 1524, Rabelais s'essaye aussi au tout grec, après le latin-grec dans la même lettre. Vous avez ici un petit poème grec en haut de la page, qui se trouve dans le De Legibus de son ami André Tiraco, le juriste Tiraco, dans l'édition de 1524. Et dessous, vous avez un poème de son ami Pierre Lamy, qui vante les capacités du jeune Rabelais, qui, sans doute à cette époque, est commençant, et comme tout commençant dans les milieux éditoriaux universitaires ou liés à des cercles savants, donne des petits poèmes apéritifs, des liminaires, à des éditions de personnages bien installés, et c'est le cas de Tiraco. Alors, si on rentre un peu à l'intérieur de la lettre de Rabelais à Budet, vous voyez que dans certaines phrases, donc c'est une sorte de zoom que je fais sur la lettre de Rabelais, vous voyez que dans certaines phrases, vous avez des insertions grecques qui correspondent à des citations. Et en l'occurrence ici, dans cette lettre de réclamation que Rabelais adresse à Budet, vous avez l'insertion d'un passage tiré de l'Icaroménipe de Lucien, qui correspond lui-même à un passage d'Homère, que vous avez entre guillemets, que je vous ai mis en bas entre guillemets avec la traduction. Ici, Rabelais, le jeune Rabelais, montre ses capacités linguistiques au grand Budet. Il veut attirer l'attention du grand Budet, et c'est une manière, cette coexistence des langues et cet effet citationnel, d'attirer l'attention de Budet. Et je vous ferai remarquer que tout cela est suggéré. On a certes le nom d'Homère, mais on est dans l'implicite. On n'a jamais le nom de Lucien, mais évidemment, quelqu'un d'aussi au fait de la littérature grecque que Budet ne pouvait pas manquer l'allusion. Et dans la réponse à cette lettre, Budet félicitera d'ailleurs Rabelais de sa maîtrise des deux langues, et en particulier du grec. Alors, cette capacité d'insertion du grec dans le latin, qui est bien connue des lettres des correspondants latins de la Renaissance, c'est quelque chose que Rabelais va transposer dans son œuvre en vernaculaire, donc les récits pantagruéliques, Pantagruel, Gargantua, et aussi dans sa correspondance française. Je vous en ai reproduit ici un exemple. C'est une lettre qu'il adresse à un de ses mécènes, Geoffroy d'Estissac, évêque de Maillezais, quand il est à Rome, dans l'entourage du cardinal Jean du Bellay. Donc vous voyez ici, considérez quel nombre de gens de pied y est de mourir pareillement du côté du dit Sophie, car entre gens qui ne fuient pas volontiers, vous avez une insertion latine, proverbiale, non solet esse incruenta victoria, et c'est un procédé que Rabelais, citationnel, reproduit tout au long de ses lettres où il informe, c'est une sorte de gazette, où il informe Geoffroy d'Estissac. Alors, c'est quelque chose qui avait étonné beaucoup Abel Lefranc, donc ancien professeur au Collège de France au début du XXe siècle, pape
des études rabelaisiennes, qui s'était à un moment d'hypercritique suite à tout un tas de faux Rabelais, il s'était demandé si finalement on avait affaire à de vraies lettres de Rabelais et non pas une retraduction en français matinée de latin de lettres originalement latines. Donc un de ses disciples, Henri Clouzot, dans cette lettre que j'ai trouvée aux Archives nationales dans le fond Lefranc, explique par le menu au grand Lefranc que non, c'est bien une lettre authentique de Rabelais, française avec des insertions latines. Donc vous voyez combien l'idée de ce français métissé, plein d'insertions latines ou parfois italiennes, n'allait pas de soi. Et vous avez, si vous lisez un peu, toute cette justification par Henri Clouzot, et ensuite c'est quelque chose qui sera considéré comme acquis, mais ça faisait visiblement discussion au début du XXe siècle, au moment où on a essayé d'aborder l'œuvre de Rabelais, sa correspondance et les autres corpus adjacents de manière critique, en faisant intervenir la philologie. Alors, la manière dont Rabelais va passer du latin au français, qui nous demeure cependant assez obscure, peut se lire dans l'étude des variantes entre plusieurs éditions dont il s'est occupé, de ces différentes œuvres chez ces imprimeurs libraires attitrés, ces éditeurs attitrés. Rabelais publie essentiellement à Lyon pour les 2 premières œuvres, Pantagruel et Gargantua, et ensuite il publie à Paris à partir des années 1540, qui devient son port d'attache, où il est ensuite curé de Meudon à côté. Alors, je disais oui tout à l'heure que cette insertion du latin dans le français, ou ce passage du français au latin, ou du latin au français, pardon, ne va pas de soi, et on peut l'étudier du point de vue, je dirais, de la microstructure dans les variantes de Pantagruel et un autre ouvrage, une adaptation de la Batrachomyomachie du pseudo-Homère, que Rabelais aurait donné dans les années 1533-1534. Donc ça peut servir du point de vue de la stylistique d'attribution. Je renvoie ici aux travaux de Mireille Huchon, qui a fait tout un tas de comptages précis des variantes entre les différentes éditions de Pantagruel, qui sont très précieuses, comptages qui sont très précieux, parce que ça nous permet de voir les démarquages, le moment où les choses changent. Eh bien, entre 1533 et 1534, Rabelais a procédé à tout un tas de francisations, notamment des noms propres, puisque souvent on est passé de ous à e, et ce qu'il fait également dans cette adaptation du Calencio de la Batrachomyomachie, on passe de Carnellus à Carnel, Antigonus, Antigone, mais c'est quelque chose qui demeure encore provisoire, dans un état provisoire, et Rabelais retravaillera et accentuera cette francisation de son œuvre au fil des rééditions du Pantagruel et des autres œuvres. Alors, jusqu'ici, j'ai étudié ce rapport au latin du point de vue, je dirais, plutôt formel. On peut l'étudier du point de vue intertextuel aussi, ce qui nous rapproche de la manière dont le professeur Robert hier avait envisagé les choses. Si on reprend le cas de Virgile, c'est un auteur qui court tout au long de l'œuvre de Rabelais, d'autant que Rabelais, je vous le rappelle, tout en cherchant à faire des chroniques, s'inscrit dans les modèles épiques traditionnels, que ce soit Homère ou que ce soit Virgile. Et je voudrais mettre en parallèle ici 2 passages intéressants où il est question de Virgile. Un passage du tiers-livre, à la fin du tiers-livre, lorsqu'il est question d'aller vers l'oracle de la dive bouteille, comment Pantagruel et Panurge délibèrent visiter l'oracle de la dive bouteille. Je vous lis ce passage. Nous devrions apprendre quelques doctes et utiles lanternes, laquelle leur serait pour ce voyage ce que fut la Sibylle à Énéas, descendant et chant élyséen. Donc là, nous sommes reportés au livre 6, au chant 6 de l'Énéide, et Panurge, puisque c'est lui qui parle ici, donc suggère de s'inscrire dans les canons de l'épopée classique pour arriver à la fin de cette épopée qui s'ouvre à eux. Alors, le quart-livre n'aboutira pas, le livre suivant, le quart-livre des aventures de Pantagruel, n'aboutira pas à la dive bouteille, mais c'est l'ouvrage suivant qui est en partie seulement de la main de Rabelais dans sa conception, mais
beaucoup de matériaux sont authentiques, on le sait maintenant. On retrouvera justement cette thématique sous une forme cette fois beaucoup plus désacralisante au chapitre 35 du 5e livre, qui est intitulé « Comment nous descendîmes les degrés tétradiques et de la peur qu'eut Panurge ». Donc on a tout un contexte ici de moquerie légère, de parodie des attendus du personnel de l'épopée. Je doute fort que soit ici Thénard. Et tout cela, cette parodie avait déjà été préparée par le quart-livre où, je vous le rappelle, Panurge visitait la Sibylle de Panzou, qui effectivement était une Sibylle incompétente, incapable de les mener au terme de leur questionnement sur la question de savoir si Panurge devait se marier ou pas. On n'arrivera pas davantage à la réponse dans le 5e livre, puisque c'est comme ça a été montré par plusieurs critiques, les récits pantagruéliques ne vont pas vers une théophanie à la fin, mais une contestation et finalement aboutissent à une circulation omphalique autour d'un nombril qui se situe topographiquement autour du Poitou, de la Touraine, des lieux que Rabelais connaît bien. Alors, ce qui m'intéresse, c'est que cette parodie de Virgile, de l'Énéide, elle a pu se faire chez Rabelais grâce à la lecture déjà désacralisante d'autres œuvres, cette fois italiennes, que connaît bien Rabelais. Il s'agit notamment du Baldus de Folingo, qui est une sorte d'épopée parodique qui reprend beaucoup à Virgile. Et c'est par ce biais-là que Rabelais a pu aboutir à désacraliser ce matériau virgilien et à le réutiliser. Alors, jusqu'ici, je me suis appesanti beaucoup sur le latin, sur ce rapport que Rabelais entretient avec le latin, un latin varié, je dirais presque même des latins, latin juridique, j'en ai pas parlé, mais il faudrait se plonger là-dedans, latin juridique, latin des grammaires, des ouvrages, des instruments de travail qui mêlent donc grec, latin, hébreu. Donc ce rapport au latin, par le biais aussi des grands modèles italiens, je pense en particulier à Ange Policien et à cette idée de cocktail des styles qui s'oppose aux cicéroniens qui, à l'époque de Rabelais, sont pour l'institution d'un purisme. Rabelais, lui, est toujours du côté de la variété linguistique, qu'on essaie de penser cela par rapport à la question de la langue italienne ou par rapport à la question du latin à la Renaissance. Maintenant, j'en viens à la question du grec, qui est une des langues très bien représentées dans la geste de Pantagruel. Notamment, je vous ai reproduit ce passage de Gargantua, ce passage, je dirais, prototypique, qui nous montre que les lectures du Bon Géant et en réalité de l'élève modèle, puisque dans ces chapitres du Gargantua, il s'agit beaucoup de pédagogie. Les auteurs qui sont largement cités, ce sont les auteurs grecs, Pline, Athénée, Dioscoride, Julius Pollux, Galin, Porphyre, etc. Des auteurs qui parfois sont techniques et que le médecin Rabelais connaissait très bien. Alors, là encore, je fais intervenir brièvement la bibliothèque de Rabelais. Vous avez ici un ouvrage que j'ai retrouvé récemment à la bibliothèque de Berne qui vous montre que Rabelais possédait un stas latin précédé par un lexique orthographia, un lexique des termes grecs contenus dans stas. Donc vous voyez que même lorsque Rabelais latinise, il n'est jamais très loin du grec. Bon. Et ce qui va m'intéresser du point de vue du grec, c'est la manière très particulière que Rabelais a de saisir le côté dialecte, le côté dialectologique du grec. Alors, il faut immédiatement resituer un peu les choses. Il n'a pas cette pensée tout seul. En 1529, un ami de Rabelais, Geoffroy Tory, qui a écrit ce fameux traité que vous retrouvez souvent dans les ventes de livres anciens, le Champfleury, qui est un traité sur les lettres, la beauté des lettres à la Renaissance, qui explique que le français doit faire comme le grec, doit bénéficier de tous ces dialectes pour être plus riche qu'il ne l'est et faire face aux autres langues déjà instituées. Rabelais s'inscrit dans cette veine tout en prenant, je dirais, la voie du philologue. Tory est quelqu'un qui maîtrise peu le grec, sans doute, ce qui n'est pas le cas de Rabelais. Et Rabelais, revenons un peu chez Tiraco, commence par traduire du grec au latin, par traduire Hérodote et par traduire Lucien de Samosate. Donc il est plongé dans la question des dialectes, puisque, comme vous le savez, la langue d'Hérodote, c'est le dialecte ionien,
Et autre auteur que Rabelais lit beaucoup et qui est concerné aussi par cette question des dialectes, c'est Hippocrate, qu'il annote frénétiquement, qui lui aussi est en dialecte ionien, bien qu'un un peu différent. Rabelais, durant ses études grecques, ne peut pas manquer de rencontrer un traité très célèbre à l'époque, utilisé comme instrument de travail par les hellénistes, notamment Guillaume Budet. C'est Grégoire de Corinthe, ce traité byzantin sur les dialectes, qui est un traité très technique à ce sujet. Et Rabelais s'en inspire pour tout un tas de points. Je vous ai mis ici quelques exemples de passages tirés de Rabelais, pas seulement le corpus des récits de Pantagruel, mais cet autre corpus parallèle constitué par les ouvrages que Rabelais a édités comme éditeur scientifique, puisqu'il avait aussi cette casquette supplémentaire d'éditeur scientifique de textes classiques latins et grecs chez un autre éditeur lyonnais, Sébastien Griffe. Et il a travaillé pour cet éditeur au moins une dizaine d'années à partir de 1532. Et dans l'édition qu'il donne des aphorismes d'Hippocrate, vous voyez que Rabelais précise qu'il s'agit de la langue ionique ou ionienne, comme nous dirions, lingua ionica. Et Rabelais paraît obnubilé par cette question de la dialectologie, et notamment de l'ionien, puisqu'il y revient plusieurs fois durant toute sa carrière. En 1537, dans la petite édition du pronostic d'Hippocrate qu'il donne pour ses étudiants de Montpellier, qui a été retrouvé par un collègue à moi, Claude Lacharité, dans lequel aussi il indique que la forme vraie, dans ce cas-là, est la forme ionienne, le mot ionien, ionica voce. Et c'est quelque chose que l'on retrouve aussi en 1552 dans son quart-livre. Donc ça passe également dans ses récits en vernaculaire. Ainsi, il est nommé en langue ionique Hippocrate, etc., au livre 5 des épidémies, comme parlons de ventre. Bon. C'est quelque chose que l'on retrouve très fréquemment et qui nourrit sa réflexion sur le multilinguisme. Le terme ionien, si on regarde du point de vue lexical, a aussi un emploi étendu où il est quasiment synonyme de grec, et on le retrouve dans ce sens-là dans l'autre passage du quart-livre que je vous ai reproduit à propos du collier doré, de l'inscription du collier doré, du pourceau volant que l'on retrouve dans le quart-livre. Donc je crois que cette question de la dialectologie grecque est absolument importante, centrale chez Rabelais, et elle me permet de rebondir sur une autre publication, je dirais scolaire, du médecin pédagogue Rabelais qui a été retrouvé récemment. C'est une édition d'un petit alphabet grec paru chez son éditeur attitré, Sébastien Griffe, en 1533, et qui nous rappelle que Rabelais était aussi un grammaticus, c'est-à-dire qu'il avait ses diplômes de ce point de vue-là avant d'être médecin, comme tout élève de son temps. Il avait fait les classes de grammaire et lui-même avait une très bonne connaissance et une volonté de développer des outils pour permettre à ses contemporains de maîtriser davantage latin, grec et peut-être hébreu. Donc cette petite publication a été identifiée comme ayant été annotée par Rabelais, et vous voyez l'indice sous-comité Fortuna dans la page de droite, Agate tuque, à la bonne fortune, qui est la devise que Rabelais s'était choisie avec l'emblème que vous avez vu, parfois avec l'emblème que vous avez vu sur l'almanach de la première page que je vous avais donnée. Donc Rabelais, dans ces années, les mêmes années de composition du Pantagruel, où il est honte de se dire savant sans le grec, montre que, par l'exemple, que les lettres de bonne intention des géants ne sont pas seulement des lettres de bonne intention, mais qu'il faut mettre en pratique ce développement spécifique de l'apprentissage des langues variées. Alors, je voudrais, s'il me reste encore quelques minutes, pour conclure, indiquer qu'il me semble qu'il faut resituer Rabelais dans ses travaux philologiques de la Renaissance, lui redonner une place dans les synthèses sur l'histoire du scholarship dont il a été souvent exclu. L'humanisme n'est pas un vain mot chez lui, et il correspond à un travail précis de collation des textes. Et j'aurais pu vous montrer également tout un tas de notes marginales qu'il avait apposées dans les Galliens grecs qui sont conservés aujourd'hui à Sheffield. Et Rabelais montre par l'exemple, en étant un éditeur de textes dans les langues latines et grecques,
ou alors par sa pratique scripturaire, qu'il maîtrise toutes ces langues et qu'elles viennent nourrir ses œuvres françaises. Du point de vue stylistique, j'ai peu parlé de la stylistique, on a une évolution très nette entre, d'un côté, Gargantua, Pantagruel, la première manière, et le tiers-livre et le quart-livre, c'est-à-dire que Rabelais développe petit à petit une écriture du commentaire que j'appellerais faraginaire, d'un mot qu'aime bien la Renaissance, la farago, la macédoine, la variété de ces ouvrages pleins de citations et de matériaux. Et pour conclure, je dirais effectivement que le rapport de Rabelais au latin me semble beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu dire. On n'a pas d'opposition, on n'a souvent pas non plus de positionnement, enfin de lecture sacrée de cette langue, mais une inclusion et une tentative pour aboutir à un vulgaire français illustre. Je vous remercie.